j'étais dans un commissariat à Sarcelles, enfin, ils ont des piles, ils ont, je sais pas, 500 plaintes à enquêter. Vous faites comment? C'est Mmh. impossible. Du coup, les consignes qui sont données par le ministère, de la justice, c'est de classer sans suite. La grande «chance» entre guillemets qu'a eu Gisèle Pelicot, c'est que c'était filmé. Qui l'aurait cru s'il n'y avait pas eu ces vidéos? Bah des féministes. Que son mari l'a violée, qu'ils ont été 80 pendant 10 ans. Donc c'est 80 dans un rayon de pas beaucoup de kilomètres, hein, Mmh. autour de Mazan. Donc c'est non seulement monsieur tout le monde, mais c'est un peu tous les voisins. C'est pas tous les hommes qui ont violé Gisèle Pelicot. Mais par contre, il y a pas un homme qui a dénoncé ce qui s'est passé. Pas un. Moi, ce que j'aimerais, c'est que grâce à ce procès, il y ait un peu des échanges de vérité entre femmes et hommes. Arrêtons de nous raconter des salades. Les hommes, ils savent que les hommes violent. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast, de Fakir sur la chaîne de Fakir Télé, le journal Fakir, que vous retrouvez sur la chaîne, que vous entendez actuellement en tout cas sur la chaîne YouTube, Spotify, Deezer et toutes les plateformes sur lesquelles, vous aimez écouter, vos podcasts ou les regarder, pour celles et ceux qui sont sur la vidéo. Aujourd'hui, j'ai une chance assez exceptionnelle, puisque avec moi, j'ai Anne-Cécile, Maillefer, donc de la Fondation des femmes, bonjour. Bonjour, bonsoir. Et Sophie, Soubiran, donc avocate, membre de la force juridique de la Fondation des femmes. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on va traiter la question des violences sexistes sexuelles, dans le pays. Il y a eu, évidemment, l'affaire, enfin en tout cas le procès, des viols commis sur Gilles Pélicaud qui ont mis en lumière ces violences sexistes et sexuelles, même si, honnêtement, je pense qu'en disant ça, toutes les femmes, si qui écoutent ou qui regardent se disent, que c'est peut-être un peu tard pour voir ça en lumière et que je crois que ça traverse la société et qu'il n'y a pas eu besoin d'attendre, ce drame pour que ce soit mis, davantage en lumière. Alors pour vous présenter, Anne-Cécile Maillefer, vous êtes militante féministe, vous avez été porte-parole C'est ça. et présidente d'Oser le féminisme. Oui. Ensuite, vous avez fondé donc la Fondation des femmes en 2016, dont vous décrirez l'activité tout de suite, après. Et vous avez également publié 2 livres, dont le dernier «Tu seras une femme», guide féministe pour ma nièce et ses amis. Et pour vous, vous dites chausser des lunettes féministes. Vous dites qu'il faut chausser des lunettes féministes, c'est ça? Et pour voir le monde, sous un angle nouveau et mieux comprendre certains rapports de force à l'œuvre dans notre société. Sophie Soubiran, vous êtes militante féministe également. Vous êtes avocate pénaliste, et en droit de la famille au barreau de Paris et membre de la force juridique donc de la Fondation des femmes. Est-ce que je peux vous demander de m'expliquer, déjà de vous présenter, peut-être vous, comment vous en êtes, arrivée là et peut-être me présenter aussi plus généralement, la Fondation des femmes et les missions de la Fondation des femmes? Tu veux te lancer? Vas-y. Donc moi, je suis Anne-Cécile, j'ai effectivement, cofondé la Fondation des femmes il y a bientôt 9 ans sur la base du constat qu'il y avait pas, de fondation sur les droits des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes. J'étais militante féministe bénévole dans des associations de terrain qui aidaient des femmes, qui étaient dans des situations extrêmement, difficiles. Donc c'était vraiment du bénévolat, de terrain. Et puis je me suis rendu compte que c'était, quand les femmes traversaient des moments où elles étaient, où elles traversaient des moments extrêmement difficiles, où elles avaient vraiment besoin d'aide. En fait, il y avait pas grand-chose. Il y avait quelques associations avec, quelques à chaque fois, enfin, la plupart du temps vraiment des femmes, hein, bénévoles, ou salariées, mais salariées vraiment petitement payées et que, dans des petits locaux, enfin, alors qu'elles traversaient des drames, incroyables, que parfois elles étaient et souvent d'ailleurs elles étaient vraiment menacées de mort, que c'était très, très grave et qu'en fait il y avait pas grand-chose finalement pour les aider. Il y avait quelques grands discours, pas autant qu'aujourd'hui, donc heureusement ça a progressé, mais il y avait pas grand-chose et je voyais par ailleurs que les gens étaient capables pourtant de se mobiliser, de donner, pour les droits des animaux, pour, sur plein de maladies, et c'est bien et il faut continuer à le faire, mais du coup je me disais: «Tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que personne donne 10 € ou, je sais pas 10 € par mois pour la cause des femmes, avec, voilà, avec pour celles et ceux qui payent des impôts, ça revient à 3,60 €, c'est vraiment pas grand-chose et pourtant ça pourrait changer tellement de trucs et donc on a lancé la Fondation des femmes pour ça, pour justement faire en sorte que, il y ait plus de moyens pour aider, les femmes victimes de violences, tout particulièrement quand elles passent par des moments, très difficiles. En parallèle de ça, donc on a levé des sous qu'on a reversés à des associations, donc, un peu plus de 10 millions d'euros depuis qu'on s'est créé. Et on a aussi parallèlement à ça, très vite vu que les moyens financiers, c'était bien, mais aussi avait besoin de moyens juridiques. Il y avait besoin d'avocates pour venir renforcer le secteur, apporter leur point de vue, leur analyse et puis venir aussi soutenir, toutes ces femmes et aussi particulièrement les militantes féministes quand elles étaient menacées. Et donc on a commencé avec quelques avocates dont Sophie Soubiran, elle était presque là au tout début. Et du coup, je vais passer la parole à Sophie là-dessus parce que c'est elle qui a été là, un peu depuis le départ sur cette, force juridique de la Départ, ouais, Fondation donc des de femmes. cette force juridique.
alors du coup, qu'est-ce que c'est, la force juridique? Moi, je pense que je suis arrivée en 2017-2018, donc 1 an ou 2 après. J'étais avocate, depuis, 4 ans. J'exerçais en droit pénal, en droit de la famille et j'ai entendu parler de la fondation. En fait, c'est venu pour moi d'une idée de enfin, j'ai toujours été féministe. Je me suis toujours dit qu'il fallait que, je m'investisse, heu et dans mon exercice professionnel, j'étais souvent assez frustrée. C'est-à-dire que j'essayais de mettre des choses en place à l'échelle de mes dossiers, et je me retrouvais, en plus jeune avocate, face à des juridictions et face à un fonctionnement, global de la société, même parfois de certains confrères, souvent de certains confrères, qui, étaient complètement à l'encontre de ce que j'essayais de mettre en place à ma petite échelle. Donc, c'était pas la bonne échelle. Hem, Avocat, c'est aussi un exercice avocate, c'est aussi un métier dans lequel on exerce assez seul. Et donc j'ai, toqué à la porte de la fondation qui était, à l'époque dans un petit Petit local. appartement qui ressemblait un peu à celui dans lequel on est et hem et là j'ai trouvé pas mal de choses formidables. D'abord énormément de femmes formidables, très investies. Aussi l'idée qu'en fait, enfin la concrétisation que j'étais pas seule face à mes problématiques, que beaucoup de consoeurs les partageaient. Et puis qu'on pouvait, essayer de passer le niveau du dessus, et notamment, faire changer certaines lois, essayer de faire avancer un certain nombre de jurisprudences, aider des associations, qui avaient un besoin ponctuel dans plein de domaines, pas uniquement droit de la famille, droit pénal, avec, donc toute la force juridique. Voilà, donc on a fait pas mal de choses ensemble. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ça? Vous faites un peu de lobbying, de plaidoyer, mais aussi, sur la partie plus juridique, c'est-à-dire que vous allez, participer à des procès, vous allez défendre, Ouais, des on que des associations ou aussi des fois des femmes qui Le sont, le contentieux ouais, on a stratégique. on a ce qu'on appelle le contentieux stratégique, c'est c'est-à-dire quoi un que contentieux stratégique? c'est-à-dire qu'en fait, la vocation de la fondation, c'est pas, de remplacer, l'ordre des avocats, mais par Ouais. contre, sur un procès, en particulier, quand on est en général, on est sollicité par des associations qui nous disent: «Là, on a ce sujet qui va rencontrer des problématiques qu'on a». Pour parler du contentieux que moi je connais bien, ça va être les questions de la non-représentation d'enfants en droit de la famille, par exemple. C'est un délit, qui condamne une mère qui ne représente pas son enfant, au père qui a le droit de le réclamer, Donc par exemple, c'est en cas de super, et un homme violent. exactement, voilà. Donc ça, c'est oui, donc ça, c'est un c'est un c'est un délit, qu'on a réussi à faire un petit peu bouger. On n'est pas du tout au bout du sujet. Donc, en fait, on est on est consulté par l'intermédiaire des associations sur un dossier en particulier et là, on met en œuvre la force juridique en se disant, qu'on va porter, le dossier, on Mmh. va porter l'affaire et on va faire évoluer la jurisprudence, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire sur tel sujet. On a également, en ce moment, un contentieux, de masse qui est le contentieux, enfin qui est le dossier, qui est à l'instruction encore, en ce moment, mais qui concerne un haut fonctionnaire, qui a été, heu, accusé, qui est mis en examen hem, pour avoir mis des diurétiques. Ah oui, pendant les entretiens DRH d'embauche. du ministère de Voilà, l'Agriculture. des DRH du ministère de la Culture, qui a mis des diurétiques dans les cafés des nombreuses femmes qui venaient passer des faux entretiens d'embauche, chez lui. Plus de 200 femmes, hein. Donc diurétique, c'est pour Pour faire qu'ils se fassent pipi dessus. d'accord, Voilà, il les prenait en photo et c'était ça son OK. Et du Tout un mode opératoire de et du coup, vous là-dessus, c'est quoi votre mission? là, il y a tout un pool d'avocates, qui ont été, désignées et qui sont synchronisées par la force juridique pour, réussir à prendre en charge toutes ces femmes. Elles sont extrêmement nombreuses et qui ont, besoin d'être représentées dans une instruction qui est très longue, qui prend énormément de temps, qui est massive. et qui est massive. Voilà, donc, Mais aussi sur le procès, on finance et on suit aussi le procès, sur les producteurs de la pornographie, D'accord. French Bukkake. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose? Mmh. Pareil, c'est plus de 70 victimes, énormément de prévenus. Donc c'est tous ces contentieux-là qui sont, massifs, qui sont complexes et qui peuvent aussi faire changer la société. Un petit peu à l'instar du procès Pilico. Donc là, c'est pas nos avocates, du tout qui sont dessus, mais ça aurait pu. Ce genre de procès, en fait, on se dit: «Là, il faut les gagner». Et si on réussit à les gagner, ça sert à toutes les femmes. Ça sert à tout le monde, en fait. C'est des procès qui sont, emblématiques en quelque sorte. Et donc on se dit: «Il faut vraiment qu'on mette, toute la puissance,
et des avocates et de ce qu'on sait faire à la Fondation des femmes et puisque ça va aussi faire jurisprudence, il faut qu'il y ait les bons éléments d'analyse qui soient apportés parce qu'après, ce sera aussi, suivi dans d'autres juridictions. D'accord, et pour faire tout ça, vous êtes peut-être combien à la Fondation des femmes et dans la force juridique? Il y a combien En d'avocats? bénévole? On est 400, ben, sur le think tank, force juridique, on est 400, avocates, À travers toute la France, 400 avocates et avocats Qui vont féministes. travailler, voilà, soit sur des articles, sur des procès, sur des, qui vont travailler sur beaucoup de choses pour justement vraiment l'objectif de cette force juridique, c'est comme tu disais un think tank, c'est-à-dire c'est aussi réfléchir les questions, droits des femmes, les faire évoluer et aussi, voilà, sur des procès emblématiques, pousser le plus possible, pour que, les décisions aillent, dans le sens des droits des femmes, clairement. On a eu plein de décisions déjà qu'on a gagnées comme ça et qui ont permis de faire avancer. On a eu les premières condamnations pour injure à raison du sexe. On a eu les premières condamnations aussi pour, incitation à la violence, sur des vidéos, c'était un vieux peut-être que ça vous dit rien, mais Amine Morito, il faisait des vidéos YouTube sur lesquelles, des vidéos en direct où il frappait des femmes en direct, D'accord, OK. voilà, en incitant et en insultant ces femmes. Donc ça, c'est pareil, on a fait stopper ça et on a fait, la première condamnation, pour incitation à la violence, faite aux femmes sur la base de ce genre de vidéos. Donc tout ça, c'est des choses où on se dit: «En fait, là, il y a stratégiquement quelque chose. Il faut qu'on mette des avocates féministes qui sont vraiment, qui ont bien compris, les enjeux pour, gagner le procès et le gagner, sur les pour bons fondements. que sur les bons fondements», voilà. Et vous faites aussi du plaidoyer donc? Puisque vous sortez un rapport, alors pas tous les ans du coup, Ouais. parce que je me demandais On aussi, en sort plein d'autres des rapports. Il y 2024. en a énormément, mais il y a pas que celui-là, il y a pas que D'accord. sur l'argent. Et le but, c'est de faire évoluer la loi, par exemple, c'est quoi les derniers moments où vous avez le Alors là, le sentiment que dernier vous avez fait aboutit un vraiment peu hyper bien, que je vous invite à d'ailleurs, vous allez le recevoir à l'assemblée. très bien. C'est, en fait, on a l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes, qui est un observatoire où on va regarder ce qu'on on voit que les femmes, elles sont plus pauvres que les hommes. Mmh. Hem, on peut comme ça se dire: «Ah bah, c'est vrai qu'elles préfèrent» entre guillemets, rester à la maison s'occuper des enfants ou c'est vrai qu'elles ont du mal à demander une augmentation. Donc ou alors elles choisissent des secteurs professionnels qui sont moins bien payés. En fait, un peu comme si c'était un peu de leur faute. Donc avec cet observatoire de l'émancipation économique, on va regarder pourquoi les femmes, elles sont pauvres et pourquoi en fait, à certains moments de la vie, il y a un décrochage. Qui est pas juste pour une femme, qui est pour la plupart des femmes. Il y a des moments de décrochage dans la vie, il y a des moments d'appauvrissement. Et dans ces moments d'appauvrissement, par exemple, il y a le divorce. Dans ces moments d'appauvrissement, il y a aussi, par exemple, le moment où elle commence à être aidante. Donc, l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes va regarder un peu, des tranches de vie. Il Mmh. va regarder, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on divorce, ce qui fait que, pour en moyenne, les femmes, 2 ans après le divorce, ont perdu 20 de leur niveau de vie, alors que les hommes, 2 ans après le divorce, ont déjà regagné 1 de niveau de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Même chose au niveau de être aidante. Même chose au niveau de pourquoi est-ce que les femmes, elles s'appauvrissent, lorsqu'elles deviennent mères. Donc il y a vraiment les moments de vie des femmes, c'est fou à quel point, en fait, c'est des sortes de paliers, en fait, ça décroche et on se retrouve avec des femmes qui, à la retraite, touchent 40 de retraite en moins par rapport aux hommes. Donc ça, on regarde dans cet observatoire de l'émancipation économique et donc le dernier, c'est quel est le coût d'être aidante? L'aidance, c'est vraiment quelque chose de très important à regarder. Il y a des choses qu'on peut faire qu'on peut faire évoluer dans la société, peut-être un peu dans la loi, donc c'est pour ça qu'il faudra que vous ayez donc ça, c'est pareil, en regardant, en fait, avec des économistes dans cet observatoire, on va, expliquer les décrochages et on va formuler des recommandations de qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que les femmes, elles s'appauvrissent et en fait, souvent, le sujet, c'est pas tellement qu'elles demandent une augmentation, enfin, faut le faire, hein, c'est toujours bien, hein, mais globalement, il y a vraiment on leur met tout le temps des bâtons dans les roues. Par Hem, exemple? comme par exemple, on peut leur mettre des bâtons dans les roues, un truc très simple pour celles qui payent des impôts. Hem, aujourd'hui, avec le prélèvement à la source, quand vous payez votre impôt et que vous êtes en couple, vous allez, cocher, enfin, vous avez, votre impôt sur la page des impôts, c'est vous mutualisez votre impôt. Donc vous avez un pourcentage qui est par défaut le même pour la femme et l'homme. Mmh. Sauf que, dans la plupart des couples, monsieur gagne plus que madame. Et donc en fait, quand monsieur et madame sont en couple, monsieur gagne en quelque sorte à être en couple avec madame qui gagne moins puisqu'en fait, il paye proportionnellement moins d'impôts. Et du coup, madame va payer plus d'impôts, alors que c'est déjà elle la plus pauvre. Et donc nous, par exemple, ce qu'on a demandé, une des préconisations du rapport, sur, le coût d'être en couple, donc on a fait aussi le coût d'être en couple et on voit que à ce moment-là, en fait, ce qu'il faudrait tout simplement, c'est que l'État décoche ça. C'est-à-dire que ce soit pas par défaut
une situation d'inégalité, mais que par défaut, ce soit un taux, séparé. C'est-à-dire que la femme, elle ait un taux plus faible que l'homme. Ce serait logique, en fait, vu qu'elle gagne moins Mmh. et comme ça éviterait que la femme, elle s'appauvrisse et qu'elle se mette, par exemple, à payer des impôts alors qu'en fait, elle était en dessous du seuil, de payer des impôts, quoi. Donc ça fait partie vraiment des choses qui sont, qui éviteraient que dans les couples, madame ait les besoins de négocier avec monsieur. C'est toujours ça qui est difficile, négocier avec son mari ou son conjoint: «S'il te plaît, est-ce que c'est possible que toi tu payes plus d'impôts pour que moi j'en paye moins?» Ça, c'est toujours difficile. Ça, par exemple, ça fait partie des préconisations qui sont, pas compliquées normalement et qui devraient il y a aucune raison que ça a été pourquoi ça a été pensé comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie des choses, qu'on a identifiées. Mmh. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, qu'on pourrait faire pour améliorer, très concrètement la vie des femmes. Et est-ce que c'est tout ça qui nous fait chausser des lunettes, féministes du coup? Bah, déjà, se chéliner, ça veut dire, se rendre compte qu'en fait, c'est pas pareil pour les femmes et pour les hommes, Mmh. que même si soit on s'en rend pas compte, et que, même si bon, des fois, on a l'impression que quand même les féministes, elles exagèrent. En fait, en réalité, quand on regarde, en général et dans la société, les différentes choses qui se passent, on comprend mieux à nouveau pourquoi c'est plutôt les femmes victimes de violences, pourquoi c'est plutôt les femmes qui sont pauvres, pourquoi c'est plutôt les femmes qui ont des difficultés. Ça veut pas dire qu'il y a pas des hommes qui, par ailleurs, ont des tas de difficultés dans la vie, hein, mais les femmes, elles en ont des spécifiques. Elles ont des difficultés qui s'ajoutent. La pauvreté, c'est dur pour tout le monde, mais pour les femmes, il y a plein d'autres choses qui se rajoutent. Et donc, c'est ça qu'on va regarder et chausser des lunettes féministes, c'est se poser la question: «Et pour les femmes?» Est-ce que c'est pareil, en fait, quand on est une femme et un homme? Et souvent, on se rend compte que c'est quand même souvent plus difficile quand on est une femme que quand on est un homme. C'est ça, chausser des lunettes féministes. D'accord, merci beaucoup. Et justement, vous avez parlé justement des violences tout à l'heure, faites aux femmes et c'est vrai que c'est un des sujets que l'on souhaiterait traiter et vous avez, donc écrit un rapport «Où est l'argent contre les violences faites aux femmes?» qui est à destination, du grand public, mais aussi des parlementaires notamment pour qu'ils se saisissent de la question, pour que mes collègues et moi-même, nous saisissions, de la question et c'est vrai que quand je lis le rapport, on voit une évolution sur la question des violences faites aux femmes. En fait, dans votre rapport, vous pointez une hausse de 33 pardon, des violences, conjugales entre 2018 et 2022 Mmh. et c'est vrai que la question que je peux vous poser et peut-être à vous 2, parce que moi, en tant que député, je le vois quand on discute avec les gendarmes, avec les policiers, ils nous disent, mais enfin, ils ne nous disent pas, «C'est une bonne nouvelle», évidemment, ce serait un peu, un peu compliqué de dire ça, mais ils nous disent: «Beh, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes qui ont le courage, d'aller, déposer plainte, de se faire entendre». Du coup, comment interpréter, ce chiffre-là et qu'est-ce que vous souhaitez dire dans le rapport? C'est qu'il y a une libération de la parole et du coup, c'est en quelque sorte plutôt une avancée? Ou est-ce que quand même dans notre pays, les violences, sexuelles sont en augmentation? Depuis le Grenelle, je pense qu'il y a eu un abaissement du seuil de tolérance global, à la violence intrafamiliale. Grenelle, c'est Grenelle des violences faites aux femmes, Grenelle des violences faites aux 2000, femmes en 2019. OK. Heu, C'est-à-dire que on a cessé à l'échelle de la société, à l'échelle des médias, de véhiculer on a commencé à cesser de véhiculer à véhiculer l'idée que, bon, bah, après tout, si ça se passe pas très bien au sein du couple, ce sont des histoires de famille et il faut pas aller chercher trop. Donc, on a envoyé le message à toutes les femmes qui vivaient ça que si elles venaient, dénoncer, mettre les faits dont elles étaient victimes entre les mains des services de police, donc du parquet, elles allaient être reçues. Elles allaient recevoir autre chose que ce qu'on leur disait jusqu'à présent, à savoir, «C'est une histoire de famille et rentrez chez vous et occupez-vous éventuellement de divorcer, mais ça n'irait pas plus loin et ça n'intéresse pas l'ensemble de la société». Donc il y a eu effectivement, plus de plaintes. La question c'est, qu'est-ce qu'on a mis comme moyen pour accueillir ces plaintes? Au-delà d'avoir, un questionnaire type, qui permet aux policiers de poser les questions de manière un peu plus systématique, au sein des BLPF qui sont les brigades locales de protection de la famille, qui sont censées être des personnes spécialement formées, mais qui sont débordées par ailleurs. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Parce qu'être bien accueilli dans un commissariat, évidemment que c'est un enjeu. On n'y est pas, partout sur le territoire français, encore aujourd'hui, c'est peut-être pas exact. Évidemment que c'est un enjeu, mais après il y a qu'est-ce qu'on va faire de la plainte une fois qu'elle est déposée? Est-ce qu'elle va venir, sur un monceau comme ça de plainte sur le bureau du policier qui par ailleurs est déjà en burn-out parce qu'il n'y arrive pas, il a pas les moyens pour tout traiter? Quels sont les moyens qu'on va mettre en œuvre pour faire une enquête?
une enquête fouillée avec des choses un peu systématiques qu'on doit chercher. Est-ce qu'on va aller, interroger les ex, compagnes de cette personne? Est-ce qu'on va envoyer cette dame, faire expertiser, son préjudice auprès des UMJ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire si on a fait tout ça et dans quel temps on va le faire? Est-ce que le parquet va prendre une décision, qui va être autre chose qu'une décision de classement sans suite? Et force est de constater qu'en fait, les stats sur le nombre de classements sans suite, n'ont pas du tout évolué à la baisse. C'est quoi? C'est 80 des Non, en fait, les classements sans suite pour les violences conjugales, c'est un petit peu baissé depuis le Grenelle. Donc, on voit qu'effectivement, le Grenelle des violences conjugales, ce grand moment où tout le monde s'est rassemblé pour essayer d'améliorer les choses, parce que c'est la grande cause du quinquennat. c'était la grande cause. Donc, du coup, ça a quand même mobilisé dans les territoires. Il y a eu plein de choses qui sont passées pour plein d'acteurs dans le territoire. Ça leur a permis de faire un peu plus ensemble, mais à moyen constant, comme le disait Sophie. Donc, du coup, ça, c'est sûr que sur les violences conjugales, il y a eu un petit peu d'amélioration sur les classements sans suite. Mais par contre, sur le viol, ça a atteint des sommets. On est aujourd'hui à 94% de classement sans suite des plaintes pour viol. Donc, si aujourd'hui, vous allez porter plainte pour viol, vous avez que 6 chances sur 100 que ce soit instruit. Donc, du coup, c'est clairement, c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant MeToo de porter plainte pour viol et vous avez moins de chances aujourd'hui qu'avant MeToo que votre plainte arrive devant les tribunaux. Alors comment vous expliquez ça? Parce que du coup, c'est quand même complètement, incroyable qu'on se Oui. dise avec tout le travail qui a été fait, qu'aujourd'hui, c'est moins bien traité que ça ne l'était il y a quelques années que Bah, c'est une augmentation des plaintes, mais à moyens constants. En fait, ça fait que pour Mmh. chaque victime, Il y a les moins moyens alloués sont moindres. En fait, les enquêteurs, ils ont des piles, enfin, moi, j'étais dans un commissariat à Sarcelles, enfin, ils ont des piles, ils ont, je sais pas, 500 plaintes à enquêter. Vous faites comment? C'est Mmh. impossible. C'est pas possible, en fait. Et donc, du coup, les consignes qui sont données par le ministère, de la justice, c'est de classer sans suite. Donc, dès que si la plainte, elle est pas justement, si vous avez pas une avocate avec vous, que vous arrivez pas avec toutes les preuves, que vous êtes pas une victime entre guillemets «parfaite», et il y en a pas, du coup, c'est très dur pour tout le monde. Et si, c'est pas, un viol, aggravé plus, plus, avec plusieurs victimes, avec des actes de barbarie, des machins, des mineurs et tout ça, ça va être très, très difficile. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Juste, si je le dis, c'est parce que nous, on râle et on aimerait que ça aille mieux. Donc, je dis pas ça pour décourager, mais en fait, il faut quand même qu'on regarde la réalité en face et c'est pour ça justement qu'à la Fondation des femmes et avec toute une coalition d'associations, on s'est vraiment attelé à la tâche de se dire: «Comment on fait pour que les violences sexuelles, pour que les victimes en général, c'est pas que des femmes, de violences sexuelles, pour qu'elles se prennent pas le mur de la justice, pour que justice elle passe?» parce qu'en fait, c'est pas juste de se dire qu'après MeToo, après la prise de conscience incroyable dans la société, que globalement la justice est en train de mettre tout ça à la poubelle. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup? C'est ça la grande loi, contre le viol? Alors C'est ça. qu'est-ce qu'il faudrait mettre dedans? Alors, cette, grande loi contre l'impunité qu'on aimerait, alors on appelle ça une loi cadre intégrale donc, ce que ça en fait, on appelle ça loi, mais, il y a pas que des choses du domaine, exactement, législatif dedans. C'est-à-dire il y a plein de choses qui pourront être mises dans une loi, mais il y a aussi plein de choses qui sont plutôt, du domaine, réglementaire, des décrets. C'est-à-dire tout ce qui peut se décider assez rapidement, qui peut être fait par des ministres Mmh. assez rapidement, qui donnent une instruction à leurs fonctionnaires. Mais, il y a des choses qui doivent être, bien sûr du domaine de la loi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a, avec toutes ces associations, donc on a plus d'une centaine d'associations. Là, aujourd'hui, on a plus de 130 mesures qu'il faudrait prendre. Ça concerne aussi bien l'éducation, la lutte contre la culture du viol. On en reviendra sûrement avec le procès Pellico, mais on voit bien qu'en fait, il y a quand même un problème de la manière dont beaucoup d'hommes considèrent les femmes et considèrent les relations sexuelles avec les femmes. Donc, c'est bien de plus condamner, mais il faut aussi éviter qu'il y ait des viols à la base, ce serait encore mieux. Mmh. Donc là, il y a un gros travail à faire là-dessus. Il y a un travail bien sûr sur la procédure, donc ça tu pourras aussi peut-être, tu connais mieux que moi, mais c'est difficile pour les victimes. En fait, elles portent plainte, elles n'ont plus jamais aucune nouvelle, surtout si elles n'ont pas d'avocate. Elles vont recevoir 3 ans plus tard un petit courrier chez elles qui disent que c'est classé sans suite. Elles savent pas s'il y a eu une enquête ou pas. Donc souvent, il y a même pas d'enquête, alors qu'elles donnent le nom, le prénom, le numéro de téléphone du mis en cause, il est même pas convoqué au commissariat. Il est même pas au courant qu'il y a eu une plainte contre lui. Elles savent pas ce qui se passe, ensuite, si enfin, la procédure est très compliquée, très longue et ça va coûter de l'argent. On va par exemple, ça peut être parfois les victimes elles-mêmes qui payent pour la récolte de preuves. Par exemple, dans les cas de soumission chimique, la preuve qui marche le mieux, c'est les cheveux. Parce qu'en fait L'expertise, le ouais, c'est prélèvement là sur où on les arrive le cheveux, mieux à dater, ce où qui on n'a sait jamais la été fait consistance. sur Gisèle Pelicot du coup.
Alors pas au moment où parce que personne ne suspectait que ça puisse être ça, pas au moment où elle allait voir les médecins, mais à partir du moment où justement je crois qu'elles en ont fait, ça c'est entre 1 000 et 1 500 € pour voir si on a été drogué et ça du coup on peut voir jusqu'à 1 an en arrière à peu près quand est-ce qu'il y a eu la substance et quel genre de substance. Donc les cheveux c'est C'est super, extrêmement on regarde, précis, enfin ouais, il faut pas se les couper. C'est extrêmement précis. Donc ça c'est bien, mais c'est entre 1 000 et 1 500 € et si, vous avez, pas porté plainte ou pour plein de raisons, en fait, ça peut être des actes, qui sont pas du tout, remboursés. Donc c'est des vraies dépenses, quoi. Et puis il y a tout ce qui est le psychotrauma, il y a les avocats et voilà, donc il y a beaucoup de dépenses pour les femmes. Ça peut être vraiment très cher et ça, c'est pas juste. Et puis après, il y a la manière dont ça se passe dans les cours d'assises et là, on pourra peut-être en revenir avec Pélico, enfin les cours criminelles départementales. D'ailleurs, c'est même plus des cours d'assises pour les viols, voilà. Elles sont pas très bien traitées, c'est souvent très humiliant et puis à l'après quoi, ça reste, très difficile pour les femmes d'avoir des indemnités, enfin pour les victimes en général, d'avoir des indemnités, de faire en sorte qu'elles soient, enfin tout ce qui est là de l'ordre de la reconstruction. Parce que les violences sexuelles, pourquoi on dit que c'est grave? C'est parce que ça a des impacts à long terme sur les victimes. En fait, ça peut vraiment les abîmer, quoi. Du coup, il faut réparer. C'est un peu comme quand on a une jambe cassée, ben, il faut réparer et cette réparation-là, ça prend du temps. C'est, des soins en psychotrauma. Aujourd'hui, la psychiatrie en France ne va pas bien du tout. Il y a pas assez de professionnels, ils sont pas assez payés, ils sont pas assez formés. Bref, il y a plein de choses à faire et donc dans cette loi, on a mis tout ça, du début, éviter les viols, jusqu'à la fin, réparer les viols, en passant par lutter contre l'impunité. On a mis tout ce qu'il faut faire dedans et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et du coup, justement, pour ce que vous y avez fait référence à plusieurs moments, c'est vrai Mmh. que l'affaire, enfin le procès en tout cas des viols commis sur Gisèle Pelicot, donc qui a suscité un émoi, très fort, très fort dans le pays. Mais enfin, moi, j'avais l'impression que ça disait quand même beaucoup de choses. C'est vrai qu'on pourrait, donc c'est une femme qui a été, violée par au moins 51, personnes, enfin que son mari a fait violer par au moins 51 personnes, donc ça traverse plusieurs, 51 hommes, ouais. 51 hommes, oui, pardon, vous faites bien de me corriger. Et la question, c'est quels sont les enseignements à tirer justement? Parce que, déjà, le courage qu'elle a eu de rendre public le procès, qu'est-ce que ça permet aussi, pour vous de mettre en avant? Moi, je me posais la question aussi aujourd'hui d'avoir des profils si variés, d'agresseurs, à savoir, je crois qu'il y a un journaliste, il y a un conseiller municipal, il y a un jardinier. Est-ce que ça prouve un effet justement, de système? Et enfin, peut-être pour vous, la question notamment de beh, le procès, comment il se passe? Et donc aujourd'hui, quand on a des vidéos, je crois que c'est, Huffington Post qui montrait que, en dehors du procès, il y a des pressions qui sont mises. La manière dont est traitée Gisèle Pelicot qui dit, elle dit elle-même qu'elle s'est sentie humiliée depuis qu'elle est, face à la justice. Enfin face en tout cas, elle est censée être vraiment aidée par la justice. Qu'est-ce que ce procès dit aujourd'hui, de tout ça? Quels sont les enseignements à tirer? Bah, Question large, désolé. oui, c'est une question large, mais c'est une très bonne question. Ce que je trouve, d'abord, très, très marquant, c'est que, la justice, elle est rendue, au nom du peuple français, et en fait, en matière de violences sexuelles, comme, en ce qui concerne les violences sur les mineurs, heu, les victimes peuvent demander le huis clos, et c'est une victoire féministe, importante, que de dire que c'est entre leurs mains à elles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur imposer le huis clos, Mmh. mais que si elles le veulent, on peut pas y contrevenir et elle a eu en effet un grand courage, Gisèle Pelicot, de souhaiter, que le procès, de son mari et des personnes qui sont, accusées de l'avoir violée soit, public, parce que ça nous permet en fait, à nous, donc non seulement, acteurs de la justice, mais aussi ensemble de la société, de regarder comment la justice est rendue. Alors là, c'est un procès qui est un peu hors norme, mais en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, il va y en avoir de plus en plus de procès, qui montrent un aspect systémique, des violences sexuelles avec beaucoup de victimes. Et donc c'est un peu hors norme, mais néanmoins, ça nous donne un regard direct, avec les comptes rendus de presse qui sont hyper précis et qui racontent, ce qui s'y passe sur comment c'est fait. Et en fait, aujourd'hui, notre code pénal, notre code de procédure pénale, il nous dit que l'enjeu du procès, c'est pas la victime. L'enjeu du procès, c'est la personne qui a commis ou pas les faits, et donc c'est sur son acte qu'on met un éclairage et c'est sur son histoire pour que la peine soit adaptée. Jusqu'ici, c'est pas, il y a rien de choquant à ça. En revanche,
ce qu'on voit, enfin, ce que visiblement les comptes rendus de presse laissent, comprendre de ce qui se passe. C'est un truc qui nous surprend pas tellement, en tant que professionnels, mais c'est que, ce qui se passe, ce qui se dit et la manière dont on défend ou dont on fait le droit et dont on traite la question des violences sexuelles, au sein des juridictions aujourd'hui est encore, plus qu'imprégné de stéréotypes, de patriarcat. Hem, Ce que ça nous dit aussi, ce procès-là, c'est que enfin moi je trouve que c'est un procès qui pose vraiment la question, du viol conjugal, mais donc du devoir conjugal. Je crois avoir lu, dans les comptes rendus de presse toujours que, en fait, il y a un argument qui revient quand même assez souvent dans la défense des accusés qui est de dire: «Mais puisque son mari était là, en fait, je pouvais pas penser qu'elle était pas d'accord» et ça, je pense que ça vient nous chercher quand même, sur, et chacun sur ce qu'on estime être, un endroit de sécurité, qui est le foyer. On sait aujourd'hui, c'est hyper documenté que c'est pas du tout un endroit de sécurité, le foyer. Non seulement c'est pas un endroit sécurisé, mais en plus, c'est l'endroit dans lequel on est statistiquement le plus en risque, de subir des violences, qu'on soit une femme ou un enfant. Parce que la plupart des viols sont commis par un proche Mmh. ou que quelqu'un qui connaissait la victime. Absolument et donc ça permet quand même et c'est extrêmement déstabilisant et je pense dans le fort intérieur de chacun. C'est pour ça que ce qui se passe, c'est un enjeu de société très important, hem, d'interroger ces croyances-là, qui sont même si on le sait théoriquement, c'est une chose, mais s'interroger vraiment en son fort intérieur, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui l'ont fait. Hem, Peut-être pas encore suffisamment, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait. C'est un truc très, très important. Et après sur l'aspect systémique du viol, bah, oui, en effet, je crois avoir compris qu'il y avait, 51 personnes de tous âges, toutes catégories socio-professionnelles, confondues et ce que ça montre, il y a, plusieurs commentatrices notamment qui l'ont dit, c'est la question du viol d'opportunité. C'est-à-dire que la plupart des hommes se considèrent pas comme violeurs, mais là, force est de constater qu'ils ont eu l'opportunité L'occasion. facile d'avoir cette occasion. Et c'est aussi évidemment la question de la pornographie et la question du site, en l'occurrence qui a permis cette mise en relation, Point .fr. coco.fr. Hem et c'est ça que ça vient interroger. C'est-à-dire que la plupart, disent, «Bon, bah, moi, j'ai eu la possibilité, donc oui, je me suis pas vraiment posé la question de savoir si elle était, réveillée ou pas, mais parce que c'était voilà, un il y avait son mari et 2 c'était possible, c'était facile, c'était simple» et donc ça vient quand même, vraiment rebattre les cartes sur cette image qu'on a parce que en fait, le pénal, c'est le droit pour les autres, jusqu'à ce qu'on y soit confronté. Donc là, cet éclairage-là, il vient nous dire: «Non, non, c'est pas le pénal des autres. D'abord, c'est tout le monde, c'est toutes les catégories socio-professionnelles, il y a pas de distinction, là-dessus, et donc potentiellement tous les hommes» et donc c'est ça que ça vient nous travailler et c'est pour ça qu'on a cette ambition, d'avoir un plan à valeur législative, ou pas, c'est pas le sujet, mais d'avoir quelque chose de général et global. Oui et Anne-Cécile Maillefert justement, enfin, le procès des viols commis sur Gisèle Pelicot, ça doit être, alors là, pour le coup, désolé du terme, mais c'est pas que c'est une opportunité pour faire avancer la cause, mais moi, enfin, en tout cas, après à titre personnel, mais avec d'autres, je crois qu'on le vit comme ça en se disant que si jamais Vie elle-même, ouais, si oui. si jamais, rien ne se passe à la sortie de ce procès, c'est mort. Enfin, c'est un enfin, bien sûr, je vais pas le dire comme ça pour pas décourager, mais on a un peu ce Oui. sentiment que si même avec ça, Ouais. exposé aux yeux du public, on n'arrive pas à avancer, Exactement. Bah, c'est de tout enfin, moi, j'ai pas honte de le dire parce que de toute façon, Gisèle Pelicot, elle a voulu que ce procès soit public pour que ça puisse changer des choses dans la société et sa fille Caroline Darien, avec laquelle, je suis en lien régulier, qui a créé cette association qui s'appelle «M'endors pas», elle a créé une association pour alerter sur la réalité de la soumission chimique et pointer les problématiques, je vous le disais, par exemple, du problème de ces tests capillaires qui coûtent cher et que la police fait pas, systématiquement parce que ça coûte trop cher. Donc ça, oui, c'est une opportunité d'ouvrir les yeux et d'agir, d'ouvrir les yeux pour les femmes et les hommes et je pense que c'est vrai que ce procès, il est très intéressant pour les hommes parce qu'il y a, c'est 80 en fait, il y a à peu près 80 hommes sur les vidéos, donc il y en a 40, 30 qu'on n'a pas retrouvés du coup. Donc c'est 80 dans un rayon de pas beaucoup de kilomètres, hein, mmh. autour de Mazan. Donc c'est non seulement monsieur tout le monde, mais c'est un peu tous les voisins. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement, dérangeant. C'est des hommes qui venaient de pas si loin que ça. C'est sur 10 ans. C'est sur un site qui était public, donc c'était pas difficile à trouver l'annonce. Donc ça veut dire des milliers d'hommes aussi C'est-à-dire qui qu'il ont y a des vu l'annonce, qui se sont dit exactement que ça ne posait pas un et souci, moi je quoi. pense que c'est surtout c'est-à-dire que, c'est pas tous les hommes qui ont violé Gisèle Pelicot. Mais par contre, il y a pas un homme qui a dénoncé ce qui s'est passé. Pas un. Même ceux qui y sont allés, qui ont fait demi-tour, ils ont pas dénoncé et donc même ceux qui ont vu l'annonce
Sur coco.fr, ils ont pas dénoncé. Nous, ce site coco.fr, on l'avait un peu dans notre viseur avec les associations féministes. On essayait de le faire tomber parce qu'on savait que sur ce site, il y avait énormément aussi de prostitution infantile. On n'y arrivait pas. Et en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que grâce à ce procès, il y a un peu des échanges de vérité entre femmes et hommes. Arrêtons de nous raconter des salades. Les hommes, ils savent que les hommes violent. Enfin, vous le savez tous, pourquoi vous donnez pas le numéro de votre sœur à votre ami? Enfin, c'est des trucs Mmh. comme ça, enfin, réfléchissons 2 minutes. Oui, on sait que les hommes peuvent être dangereux, on sait que les hommes violent, on sait que les hommes donc pas tout le monde ne va pas violer, mais par contre, tout le monde ferme un peu les yeux. Tout le monde protège un peu son copain. Heu, alors que tout le monde sait que bon, il y a quand même beaucoup d'hommes qui font des trucs qui sont pas clairs. Mmh. Et c'est en fait cette sorte de chape de plomb où il y a plein de non-dits, il y a plein de tabous, il y a plein de vérités qui sont pas dites et c'est pour ça que les hommes qui violent peuvent continuer de violer. C'est parce qu'en fait, tout le monde se tait, tout le monde protège et parce que ça donne aussi, à beaucoup d'hommes, même si c'est pas forcément eux les violeurs, bah, voilà, au moins ils gardent le boys club. Ils sont bien entre eux et puis ils se font des blagues sur les femmes, c'est quand même sympa, c'est quand même marrant. Ça permet de créer aussi cette solidarité et cette amitié masculine et puis dans les bars, quand on voit un de ses copains qui fait un truc qui va pas, bah, on va rien lui dire. On va plutôt lui trouver des circonstances atténuantes de: «Bah oui, mais sa meuf elle est chiante», «Bah oui, mais en fait il a une mauvaise journée au travail», «Bah oui, mais je sais pas quoi». En fait, tout ça, c'est ça la culture du viol et c'est ça qui fait que quelque part, même si tous les hommes ne sont pas des violeurs, en fait, dans une certaine mesure, parce que tous les hommes globalement se taisent, parce qu'il y en a pas beaucoup qui disent que les féministes, elles ont raison. Alors qu'en fait, dans le fond, je suis sûre que vous le savez tous qu'on a quand même un peu raison. Et c'est ce silence-là, en fait, que moi, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu en train de fissurer et ça, c'est vraiment cool de se dire, en fait: «Désolidarisez-vous et venez avec nous dans notre combat, soyez des vrais alliés à nos côtés, soyons honnêtes. Vous savez qu'il y a des vidéos dégueulasses sur internet, vous savez qu'il y a des vidéos de viol sur internet, vous savez où c'est, vous savez, vous connaissez le dark web, vous savez tout ça, vous savez que c'est vrai. Donc aidez-nous à débusquer ça. Aidez-nous à faire en sorte que ça n'arrive plus que des hommes se masturbent sur nos viols». Ça, c'est des choses où on a besoin aussi de sentir qu'en fait, on n'est pas, seul à se battre, contre tous et avec, voilà, à nouveau cette illusion qu'on fait de: «Non, non, mais c'est des délires féministes, en fait, c'est pas vrai, ça n'arrive pas». Là, la grande «chance» entre guillemets qu'a eu Gisèle Pelicot, c'est que c'était filmé. Qui l'aurait cru s'il n'y avait pas eu ces vidéos? Bah des féministes, voilà. Personne ne l'aurait cru sinon. Jamais les folles. Mais que son mari l'a violée, qu'ils ont été 80 pendant 10 ans, jamais on l'aurait cru s'il y avait pas eu les vidéos. Donc sa grande chance, c'est qu'il y a eu ces vidéos et du coup, la vérité, elle est là. Personne ne peut remettre en doute sa parole parce que les vidéos sont là. Ils essayent quand même, hein, la défense, c'est ce truc de se dire, «Oui, mais il savait pas trop qu'elle était pas consentante». Attends, ça s'appelait «À son insu», le mari, il a dit qu'elle était shootée, là, la dame, elle ronfle. À quel moment tu penses vraiment qu'elle tu savais pas si elle était pas consentante? Prends-nous vraiment pour des débiles. C'est ça qui est humiliant aussi, c'est quand on nous prend vraiment pour des idiotes, et là, c'est le cas donc enfin, bon, après ils essayent de se défendre, il faut bien qu'ils aient une ligne de défense parce que là, vu que tous les accablent, il faut qu'ils trouvent quand même des petits trucs à dire pour se défendre mais c'est ridicule. L'histoire de, «Je savais pas qu'elle était pas consentante», c'est absolument ridicule. Après, c'est difficile à entendre pour, Gisèle Pelicot, c'est très humiliant, mais c'est ridicule. Je veux dire, tous les faits sont là et sont implacables. Donc c'est sûr que pour moi, ce procès, il montre ça et il montre justement j'espère que ça va vraiment réussir à, voilà, à soulever cette chape de plomb sur les violences sexuelles. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des échanges avec, le gouvernement sur, pour faire avancer les choses? Est-ce qu'eux pensent, justement aussi qu'il y a assez une opportunité pour faire avancer les choses? Que vous, en tant que Fondation des femmes, vous avez des discussions avec, les décideurs publics? Ça tombe bien parce qu'avec une coalition d'associations, on lance justement, cette loi intégrale, donc on explique tout ce qu'il faudrait faire. Donc on a tout à disposition de qui veut entendre et qui veut agir, donc n'importe quel parlementaire ou n'importe quel, membre du gouvernement. En fait, je pense qu'ils voient bien qu'il faut qu'ils sortent un truc, qu'il faut qu'ils fassent un truc. MeToo, ça fait quand même, 7 ans? 6 ans, 7 ans? Ça fait combien de temps? Mmh. Ouais, 2017. 2017 et ça fait 7 ans MeToo. Ça fait 7 ans et en fait, il y a jamais eu de loi MeToo. Il s'est rien passé. C'est vrai.
En fait, il y a eu MeToo, il y a tous les 3 mois, tous les 6 mois, on dit: «Ah incroyable MeToo, à Depardieu, incroyable, l'abbé Pierre, incroyable. Ah, mon Dieu, mais il y a des viols en France!» tous les 3 à 6 mois. Donc là, c'est vrai que ce serait bien qu'après le procès Pellico, où là vraiment c'est implacable et puis on c'est monsieur tout le monde et c'est madame tout le monde. Donc on voit bien que ça existe, on voit bien que c'est massif et on voit bien qu'il faut quand même, enfin voilà, ce serait bien qu'un jour on prenne le taureau par les cornes et qu'on se dise, «Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher les viols?» Alors c'était la question que j'allais vous poser, du coup, comment faire pour que les hommes arrêtent de violer? Même si j'ai l'impression qu'on y a un peu répondu, notamment avec la question de la loi intégrale. Si vous deviez, On est déjà Non, c'est pour que les hommes arrêtent de violer. Moi, mon angle de réflexion, pro sur le sujet, c'est la question du viol conjugal. Hem, il y a c'est bien insuffisant par rapport à l'ampleur de la question. Je pense qu'il y a une première chose, sur laquelle on peut s'interroger, c'est, actuellement, en droit français, on peut toujours faire un divorce pour faute, pour non-respect du devoir conjugal. C'est-à-dire que coexistent, dans le code pénal, un crime, aggravé qui s'appelle le viol conjugal, grâce, à la lutte des associations féministes, il y a déjà quelques années de ça, mais c'est quand même bon, c'est quand même un peu trop récent d'ailleurs si on réfléchit, mais et d'un autre côté, l'existence d'un devoir conjugal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et c'est le cas, on a la cour d'appel de Versailles, qui a été confirmée par la, chambre criminelle de la Cour de cassation, a prononcé un divorce pour faute, d'une dame qui, simplement ne voulait pas avoir de rapport sexuel, avec son mari. Comment est-ce que vous voulez que n'importe qui d'ailleurs, c'est pas la question du citoyen lambda, c'est n'importe qui, même avec un très haut niveau d'études, intègre, comprenne que d'un côté, sa femme doit avoir des rapports sexuels avec lui, sinon c'est une faute, dont elle peut avoir à répondre devant un tribunal et elle peut avoir à payer des dommages et intérêts pour ça. Et d'un autre côté, que si lui a un rapport sexuel qu'elle ne souhaite pas, c'est un crime aggravé. C'est incompréhensible et la réalité, c'est que le droit pénal, bon là, avec le procès Pellico, il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre, mais globalement, dans la tête de tout le monde, le droit pénal, c'est le droit pour les autres. C'est le droit de l'autre, c'est le droit, de l'agresseur qui n'est pas soi, c'est le droit, de la personne qui n'est pas, racisée, de la même façon que soi, c'est le droit de la personne qui est plus pauvre. Le droit civil, c'est le droit de monsieur et madame tout le monde, hein. N'importe qui, statistiquement, va avoir affaire, très probablement un jour à un juge aux affaires familiales, parce qu'il doit divorcer ou se poser la question de la résidence de ses enfants. Ce juge civil, aujourd'hui, s'il applique la jurisprudence, heu, majoritaire en France et validée par la Cour de cassation, peut, je vous dis pas que ça arrive tous les 4 matins, mais c'est très important en termes d'affichage, venir dire à une femme qu'elle doit avoir des rapports sexuels avec son mari et que si c'est pas le cas, elle commet une faute. Moi, je pense qu'il y a là quand même quelque chose, vous voyez, d'assez incompréhensible et des juristes pourront, me faire objections, très subtiles en m'expliquant que c'est pas parce qu'elle elle est en faute si elle ne le fait pas qu'il a le droit de la forcer. Soit, mais je pense quand même que pour le commun des mortels dont je suis, c'est incompréhensible et en fait, ça traduit quelque chose de très profond qui est que, hem on estime que la femme, se doit enfin, les femmes se doivent à leur mari. On estime que le consentement, d'une femme à avoir des rapports sexuels avec un homme est donné une bonne fois pour toutes, dès lors qu'elle est son épouse, sa petite amie. Et tant qu'on n'aura pas enfin, je pense qu'il y a évidemment pas que l'angle judiciaire, il y a l'angle de l'éducation qui est majeur, mais tant qu'on n'aura pas résolu cette question-là et qu'on n'aura pas pris les devants sur le enfin, pris les devants, c'est plutôt rattrapé peut-être, là où en est la société, c'est toujours le débat de où on en est, est-ce qu'il y en a un qui avance plus vite que l'autre? Là, je pense qu'il y a en tout cas une incohérence qu'il faut, résoudre, avec la plus grande urgence. Merci beaucoup. Si je veux vous libérer à l'heure, je vous pose juste, une question, quelques petites questions tac au tac et après je vous libère dans les temps. Première question, vous êtes plutôt suffragette en 1900 ou économiste en 2024? Écoféministe, pas économiste. Écoféministe en 2024. En fait, c'est dur les tac au tac parce que souvent c'est un peu les 2. Là, c'est un peu les 2. Ouais, en fait, les suffragettes, je trouve qu'elles étaient hyper badass. Elles étaient vraiment cool. Elles faisaient du jiu-jitsu et tout en Angleterre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que en fait, la lutte féministe, il faut qu'elle respecte et qu'elle reconnaisse et qu'elle connaisse son histoire et ses racines. Je trouve que c'est hyper important et en même temps qu'elle s'enrichisse à chaque génération et comme ça, on garde avec nous l'héritage de nos aînés et on le nourrit, on le complète avec, nos luttes d'aujourd'hui
Et je crois qu'aujourd'hui, l'urgence écologique nous impose, et comme ce sont les femmes les premières victimes, les femmes et les enfants, il faut absolument, évidemment, qu'on embarque ça dans nos sujets. Mais il ne faut pas qu'on oublie les racines de notre engagement. Et vous, Sophie Soubiran? Tout pareil, j'allais dire écoféministe en 2024, parce que oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, mais c'est vrai que c'est important que l'histoire des femmes et l'histoire des luttes féministes soient connues, et soient pas, balayées d'un revers de main. Plutôt brûler le patriarcat ou le faire reculer progressivement? Bah, si je savais comment faire pour le faire brûler, je le ferais. Si je savais où était la mèche et où C'est pas était un le bon, briquet, franchement. combustible le patriarcat. Mais voilà, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est à combustion lente, le patriarcat. C'est difficile de s'en débarrasser. Si on pouvait faire plus vite, on ferait plus vite, hein, franchement. Oui, mais c'est une lutte dans laquelle, en fait, on a besoin, de travailler main dans la main avec des hommes, alliés, que, brûler le patriarcat, ça a un horizon, mais la méthode, c'est plutôt de le faire de le faire reculer progressivement. Après, tout dépend du catalyseur qu'on met dans le progressif, quoi, c'est ça, ouais. Après, moi, sur ça, je sais, je peux juste compléter sur un truc, c'est que quand j'ai commencé mon engagement féministe, je me disais qu'en fait, on gagnait, que c'est comme une espèce d'escalier, on montait vers l'égalité, et en fait, on montait des marches, et en fait, aujourd'hui, je vois les choses un peu différemment. J'ai quand même l'impression que c'est une sorte d'éternel rapport de force, Mmh. et que du coup, en vrai, les femmes, elles ont toujours lutté, mais depuis des centaines d'années. Il y a des mouvements de femmes qui luttent. La lutte pour les communs, par exemple, au Moyen Âge, c'était beaucoup des femmes, les sorcières d'ailleurs, ça a commencé à partir de là. En attendant, il y a ce rapport de force un peu constant, et je ne sais pas comment on fait pour vraiment arrêter de lutter, en fait. Parce que dès qu'on arrête, ça revient dans l'autre sens. Votre slogan féministe préféré? Elles ne savaient pas que c'était impossible, alors elles l'ont fait. Et vous? Le privé est politique. Si la lutte pour l'égalité, femmes-hommes était une épreuve d'athlétisme, ce serait un 110 mètres haies ou un marathon? Un marathon avec des haies. Au 40e kilomètre, je pense que ça doit commencer à être très compliqué. Ouais. Et vous, maître? Ouais, moi je pense aussi, mais je suis pas très branchée athlée, donc Mmh. ouais, c'est ça, c'est que le 110 mètres haies, c'est beaucoup plus J'ai rapide, l'impression hein. qu'il y a des Ouais. obstacles qu'il faut absolument franchir, et en même Ouais. temps, genre, tu vas pas y arriver. Mais de toute façon, ça va être long. rapidement, quoi. Ouais, De toute ouais. façon, ça va être long, quoi. La chose la plus improbable qu'on vous ait dite, pardon, sur la place des femmes? Une Vas-y. une seule, je sais pas. Non, bah, moi je passe beaucoup de temps dans les tribunaux, donc je passe. Un jour de confrères, Ouais. c'est drôle souvent. Non, mais je passe sur les femmes, oui, jalouses, qui veulent s'accaparer les enfants, qui font tout comme il faut, mais peut-être que inconsciemment elles conservent, la volonté de toute puissance maternelle, voilà, c'est pas incroyable, c'est pas une anecdote, mais ouais, c'est toujours ces stéréotypes qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à décrocher. Votre plus grand moment, pardon, de victoire féministe, même tout petit, dans la vie quotidienne, ça peut, par exemple? Ah bah, l'IVG dans la Constitution, c'était un petit moment. C'était une grande victoire, Sympa. Ça, j'aimerais bien refaire ça, plus souvent. Non, ça, c'était vraiment très, très bien. J'ai bien aimé ce moment. Ça fait du bien de gagner. En fait, c'est hyper important, même si, ça changera pas tout, et ça changera pas des choses là tout de suite pour beaucoup de femmes, parce qu'il y a beaucoup de déserts médicaux en France, faut vraiment s'y atteler, et donc il y a beaucoup de femmes qui ont pas accès à l'IVG comme elles devraient, parce que c'est vraiment un droit. Mais néanmoins, il y a des victoires comme ça qui sont des victoires, symboliques et historiques, qui font un bien fou, ne serait-ce que pour la cause, en fait, pour montrer que, enfin voilà, on gagne du terrain, on gagne dans les mentalités. Il y a plus de 90 de la population française qui était favorable. C'était magnifique, en fait. C'était vraiment une victoire qui nous a donné à toutes vraiment du baume au cœur, et nous a, ouais, donné envie d'aller encore plus de l'avant. Et vous, Sophie Saubiran? Moi, je pense que c'est à chaque fois que, un juge ou une juge, aux affaires familiales, dit, que là, elle a compris avec les éléments du dossier que, en effet, on était, sur de la violence, psychologique. À chaque fois qu'il y a un juge correctionnel, qui dit qu'avec, ce qu'il voit du tableau clinique, d'une cliente, il sait que, elle a vécu des violences, et qui me dit: «Maître, c'est pas la peine de plaider le psychotrauma, c'est bon, je sais, je sais». Ça, c'est des petites victoires, ouais, on se dit qu'on avance. Et donc toute dernière question, la figure féministe qui vous inspire le plus? À chacune. C'est vrai que moi, j'aime quand même vachement bien Gisèle Halimi. Ah ouais, j'allais dire ça Mmh. aussi, hein, Gisèle Halimi. Avocate. Franchement, elle est tellement cool.
enfin, elle est morte maintenant, mais elle était tellement incroyable parce qu'en plus, elle était sur en fait, comme la plupart du temps, les grandes féministes sont sur toutes les luttes. À la fois sur, voilà, tout ce qu'elle a fait par rapport à l'Algérie, ce qu'elle a fait par rapport à, enfin, à plein de luttes en même temps, en fait. C'est vrai que, Gisèle Halimi, elle était, une profonde, humaniste et elle avait une éloquence, et un style, un Mmh. putain de style, hein, elle était stylée, hein. Très, très Elle était styliste. belle, elle était stylée et Mmh. tout. Non, franchement, enfin, ouais, c'était vraiment une très, très grande dame et ce que je trouve, fou, c'est que, comme souvent, elle est devenue une star une fois qu'elle est morte. Parce qu'en fait, on a lancé un concours d'éloquence à la Fondation des femmes en 2016 et on lui a demandé si on avait le droit, elle était encore en vie, si on avait le droit de remettre à ce moment-là le prix Gisèle Halimi à la plus belle, éloquence, enfin au plus beau discours de notre concours d'éloquence pour les droits des femmes. Elle a dit oui. Donc on remet depuis chaque année le prix Gisèle Halimi et hem et en fait, à l'époque, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit: «Mais c'est qui Gisèle Halimi?» Et en fait, depuis qu'elle est morte, elle est connue et du coup, je trouve que c'est, enfin ça, c'est aussi quelque chose, je pense, nous, dans nos luttes, à savoir et à se en fait, il y a plein, aujourd'hui encore, de femmes qui ont œuvré pour le droit à l'avortement, qui sont encore en vie, qui ont œuvré pour plein de choses, en fait, de nos droits fondamentaux et qui sont encore en vie et il faudrait pas c'est bête d'attendre qu'elles meurent pour dire qu'elles sont géniales parce qu'en fait, c'est des femmes qui ont milité à un moment où c'était vraiment pas la mode, un moment où elles avaient aucune visibilité, où elles avaient contre elles, leur famille, leur boulot, leur mec, enfin, c'était vraiment super difficile et vraiment ultra courageuse et du coup, pour nous aimer, je pense qu'il faut qu'on voilà, qu'on évite, de les trouver géniales une fois qu'elles sont mortes. Il faut vraiment leur dire quand elles sont encore en vie là maintenant et du coup, je vous le dis, à celles qui m'entendent, qui se sont battues, il y a, 50 ans, bah, vous êtes géniales et merci, pour tout ce que vous avez fait pour nous jusqu'à présent. Merci beaucoup à Cécile Maïfer, merci Sophie Saubiran, merci pour votre présence, votre temps et puis, merci à toutes celles et ceux qui du coup, nous ont écoutés ou ont regardé la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? D'être de pour si vous Alors de êtes faire un don à la ah, Fondation des c'est ce que femmes j'allais sur dire. fondationdesfemmes.org, n'hésitez pas. Et puis s'il y a des hommes qui nous écoutent, d'être des j'allais dire de bons alliés, mais d'être des alliés tout court Vous pouvez faire peut-être. un don plus élevé puisque vous êtes payé en moyenne 25 de plus. Donc 25 de dons supplémentaires, pour les hommes. N'hésitez pas surtout à vous abonner, que ce soit sur toutes les plateformes, sur Spotify, Deezer, YouTube et surtout n'oubliez pas de vous mobiliser, d'être féministe ou d'être, j'allais dire un bon allié, mais déjà, soyez un allié, ça serait déjà un bon début, je sais C'est bien, pas, c'est bien. merci beaucoup. Merci.